Salut Katia. Salut Mickaël. Merci d'avoir accepté à nouveau cette rencontre. C'est la deuxième fois qu'on a la chance de faire ce genre de rencontre. On l'avait fait pour la sortie de la machine 1, il y a la machine 2 qui est sortie depuis, mais on ne va pas parler spécialement de tes livres aujourd'hui puisque tu as accepté d'échanger avec moi sur la construction d'histoire. Merci pour ça. Et je voulais te demander, avant de commencer, est-ce qu'il y a dans ton parcours des livres qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, tu vois, justement qui t'ont donné cette envie de construire des histoires ou qui t'ont marqué dans leur manière particulière d'être construit? Alors, je vais dire que évidemment, il y a des lectures d'adolescence qui ont donné l'impulsion d'écrire, mais c'était plutôt des univers. Moi, j'ai découvert la science-fiction avec Barjavel, avec La Nuit des Temps. Je me suis dit, Oh. waouh, créer un univers. Et j'avais 16 ans. Hein. Il a fallu que j'attende mes 16 ans pour lire à l'école. Monsieur Van Gogh nous a fait lire La Nuit des Temps pour découvrir en fait ce qu'étaient les genres de l'imaginaire. T'as dû attendre 16 ans? Non, j'ai pas pu lire La Nuit des Temps avant, je sais pas, j'avais avoir 30 ans. C'est vrai. Ouais, j'assure. Nous, c'était au programme à l'école. C'était au programme. Oui, c'était au programme à Wow. l'école. Mais très vite, quand j'ai découvert ce pan, je me suis mangé des cycles de Marion Zimmer Bradley. Évidemment, j'ai découvert Harry Potter. Enfin, ces grands souffles-là. Barjavel et Harry Potter. Ouais. Ah, tu fais le grand écart. hein. Pas tant que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai d'abord été happée par des grands univers, des grands cycles, après qui ont leur mécanique dramaturgique propre. Hein. Les Harry Potter, ils ne sont pas construits n'importe comment, puisqu'à chaque fois, chaque tome, en fait, on peut trouver que c'est une sorte d'enquête au final de Harry, Ron et Hermione et un objectif à atteindre à chaque tome. Je veux dire que ceux qui m'ont vraiment plu dans leur structure et dans leur style, celui qui est indétrônable pour moi pour le moment, on n'est jamais à l'abri, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Cade, qui est juste le fond, on dirait presque un prétexte à la forme qui est donc évolutive, puisque on va suivre le journal intime de Charlie Gordon, qui est un garçon qui a un très très faible QI et qui va participer à une expérience scientifique pour le rendre intelligent. Et donc le dispositif formidable que Case met en place, c'est qu'il va devoir écrire son journal intime, et le style va donc évoluer avec les acquis de Charlie Gordon, avec ce qu'il va apprendre, son regard sur le monde. Bon, je ne vais pas spoiler, mais là, autant le fond est bouleversant, autant la précision de la forme, je trouve que le travail de traduction qui a été fait est absolument formidable. Pour moi, celui-là, il est indétrônable. Est-ce que tu as lu Sidération, un des derniers que je ne dise pas de bêtises, Powers, c'est Richard Powers. On en reparlera sur le sujet, à mon avis, il y a des choses qui sont... et sur la forme, justement, est-ce qu'il y a des livres qui sont pour toi hyper inspirants, des piliers sur tout le travail que tu as fait ensuite de construction d'histoire en tant qu'autrice toi-même dans tes premiers textes, et puis maintenant dans ton boulot aussi à la RTBF, accompagnatrice de séries, c'est quoi les livres qui t'inspirent? Mais c'est très drôle parce que les livres qui m'inspirent n'ont pas donné suite, ne m'ont pas amené à agir, à écrire moi-même dans le même style. Je veux dire que moi, les livres, les romans qui sont écrits à la première personne, qui vont parler de l'enfance, comme Une prière pour Owen, Un monde selon Garp, Betty de Tiffany McDonald, qui est sortie il y a quelques années, Des fleurs pour Algernon, ou L'attrape-cœur, par exemple, vont être pour moi des bouquins qui vont me fasciner, dans lesquels je vais rentrer facilement. Il faut qu'il y ait un rapport à l'enfance qui se délite face à la découverte du monde réel, et comment en fait l'adulte revient sur cette partie de désenchantement. Ça, pour moi, c'est des bouquins qui vont marcher à fond sur moi. C'est pas une forme que je vais adopter de la première personne, par exemple, dans mes romans. Je l'ai déjà fait dans des nouvelles. La plupart de mes nouvelles, d'ailleurs, sont écrites en jeu. Je viens d'écrire un roman en jeu, donc peut-être qu'on ferait dans cette vidéo dans un an, je pourrais avoir plus de recul et dire mais je l'ai fait dans tout ce qui tique finalement. Mais pour le faire, je sais que tu t'es formé, que tu as lu énormément. Est-ce qu'il y a aussi des bouquins, tu vois, qui t'ont inspiré dans la manière de construire? Ah, tu parles de bouquins techniques, d'accord, parce que j'allais dire, par rapport à l'aspiration technique de l'œuvre terminée, c'est plutôt des séries qui m'ont inspiré pour mes propres romans. Voilà. Mais par contre, les
textes fondateurs, en tout cas les bouquins de technique, il y a celui que tu nous as fait lire en premier quand on a commencé les ateliers d'écriture que tu donnais, c'est là qu'on s'est rencontrés. La dramaturgie d'Yves Lavandier. D'accord, il est dans mon sac, là effectivement, dans les bibles de départ, la dramaturgie, Voilà. ouais. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent absolument rien à la dramaturgie. Il faut lire ce bouquin parce que c'est une réelle encyclopédie, un réel dictionnaire qui donne des définitions en termes techniques. Tu l'utilises toujours? Tu te replonges encore dedans? Non, je ne me replonge plus dedans. Donc c'est la base pour toi. Oui, mais je l'ai utilisé quand même quelques années. Mais maintenant que la dramaturgie est mon matériau de travail, je n'y reviens plus. Sauf par exemple, si je dois donner des ateliers d'écriture à des novices, d'écriture de scénario, je reprends les définitions de Lavandier. Voilà. Ok, génial. Voilà. Maintenant, il y en a un qui m'a chamboulé et où je reviens souvent, mais il est en anglais. Je me demande s'il ne faudrait pas proposer une traduction à un éditeur. C'est Creating Characters Arc. Donc il faut m'excuser pour mon accent. Créer des arcs de caractère. Voilà, c'est ça. Il est traduit en français. Formidable, bonne nouvelle. Ah, tout à fait. Je pensais que tu allais parler d'un autre bouquin. C'est lequel? Tu crois que j'allais parler duquel? Tu vas voir après, mais celui dont on vient de parler, créer des arcs de personnages. Pour moi, ça. Il existe en version numérique. Sur Librel, on peut le trouver en français. D'accord, chouette, alors c'est une bonne nouvelle parce que celui-là, à chaque fois que je commence un nouveau texte, un nouveau concept, d'abord je vais voir le propos de ce livre, c'est de décrire tous les arcs transformationnels de personnages qui, d'après l'autrice, sont recensés pour le moment. Il y a l'arc positif qu'on utilise le maximum, 3 arcs négatifs où le personnage finit à une place pire que celle où il a commencé, mais n'en tire pas de bénéfice, et un arc plat qui est très intéressant pour les séries par exemple. Donc ça pour le moment c'est vraiment la bible à laquelle je reviens encore et encore parce que je trouve que c'est très ludique, je sais pas si ce que toi t'en penses, c'est très didactique, c'est avec des questions, créer l'univers à partir du personnage. C'est trop de questions. C'est trop de questions. J'en passe moi aussi. Mais on va en parler de quand on est submergé par trop de questions. Parce que c'est vrai que je me suis lancé comme ça en te demandant sur des bouquins qui t'inspiraient et tu es déjà prête à foncer dans le cœur du sujet alors que j'en ai même pas encore parlé. J'avais envie qu'on puisse parler de ce moment où tout d'un coup les histoires deviennent des nœuds où il y a trop de questions, des entremêlements de tellement de choses, et ce moment où on se retrouve face à une somme de choix possibles, de potentialités qui font qu'on peut rester bloqué face à un texte parce que c'est trop grand. Tu as parlé d'univers complet, se retrouver avec la volonté d'écrire un univers, et puis comment on fait face à ce côté énorme pour aller au bout de l'écriture. C'est vraiment la grande question. Quand on a préparé, c'est ce dont tu m'as parlé, je l'ai trouvé passionnant. J'ai envie qu'on parle de ça. Pour moi, j'ai découvert un outil formidable quand j'ai commencé à travailler dans les séries télé. Parce que les séries télé, c'est une économie très mesurée dans le temps, dans l'argent. Rien que décider d'écrire une série de 6 épisodes de 52 minutes, on a déjà un canevas dans lequel il va falloir tout rentrer. Un roman, c'est vrai que les tailles varient, on a la liberté, on peut y aller. Donc, moi, je vais parler d'homogénéité par rapport à l'histoire. Je ne vais pas dire que tout ce qui est écrit dans un roman doit être utile. C'est comme on me dit ça, la structure, c'est obligé que tout ce qui est dans un roman est utile et donc ça supprime la littérature. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je vais parler des outils dont tu me demandes de parler. L'outil que j'ai découvert, c'est la thématique. C'est-à-dire plus on cerne ce dont on est en train de parler, plus on va pouvoir ramener nos choix à cette thématique-là. Je donne un exemple. Partons sur un cycle de fantasy au moins 5 tomes. Si vous avez envie de parler d'amitié et de relations avec les gens, peut-être que ce n'est pas tout à fait la place pour parler longuement de la famille, par exemple. Ou la si colonne tu parles de la famille, tu trouves les aspects qui ramènent à l'amitié, tu restes sur ta thématique. Alors, on peut aller plus loin. La thématique, ça peut être, je vais prendre l'argent détruit la famille. Ça, c'est la thématique, par exemple. Eh bien, ce ne sera pas la même chose que si on parle de, je ne sais pas, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Ce ne sera pas la même
histoire en fonction des gens. Et toi, tu vas pouvoir prendre l'argent détruit la famille. Je vais pouvoir prendre l'argent détruit la famille. Mais avec nos univers, nos singularités, on va écrire deux histoires complètement différentes. Donc, avoir une ligne qui est une directrice pour savoir de quoi on parle, ça va pouvoir déjà, j'ai l'impression, de débroussailler des lignes secondaires qui n'apportent rien à la ligne principale, qui ne disent rien sur le personnage, qui vont plus embrouiller. Et alors moi, je donne toujours un truc aussi, c'est quelque chose que voilà, j'ai encore appliqué hier. Si je m'ennuie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si moi, quand je m'ennuie, quand j'écris, c'est qu'il y a trop. J'ai eu le cas encore hier, j'ai dû débroussailler sur le prochain roman. Et comment tu t'ennuies quand tu écris? Bah, tu vois, quand t'as pas envie de t'y mettre et que tu te dis, bon, c'est banal, j'ai pas envie de retrouver mon personnage, il est pas vraiment dans la merde. S'il n'y a pas l'envie de découvrir, de débroussailler, d'aller plus loin, je me dis, c'est qu'il y a des trucs en trop. Et ça, à mon avis, ça ne t'arrive pas au début. Parce que je sais, et j'aimerais que tu me parles aussi de. Tu as appelé cette notion-là le gap, ou le ventre mou de l'histoire. Quand tu commences un projet, souvent tu fonces, je dis tu, je le vis comme ça, passionné par le truc, tu écris, et puis il y a un moment, effectivement, où tu peux t'ennuyer. Ouais. C'est ça que tu identifies quand tu te dis que tu t'ennuies, c'est le moment. Okay. C'est ça. C'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un qui nous fascine, on va vouloir être tout le temps avec cette personne, cette collègue qui nous fait tellement rire, ce nouveau venu de la famille ou un crush qu'on peut avoir. On a envie de découvrir cette nouvelle personne, qui on est avec cette personne, et la relation va être fantastique pendant tout un moment, puis à un moment donné, elle va tomber un peu. C'est la même chose avec les histoires. C'est que au départ, elles vont être fascinantes parce qu'on a tout à découvrir. Ça arrive aussi, moi j'ai l'impression, une fois que moi j'ai toute la structure, ça peut arriver que je m'ennuie parce que je n'ai plus grand chose à découvrir. Du coup, j'envisage la structure comme une partition et je vais découper ma structure d'une balise à l'autre. Et je vais me dire comment je fais monter la sauce d'une balise à l'autre. Cette balise-là, le personnage vient de. Il y a l'élément, souvent c'est après l'élément déclencheur, je ne sais pas si tu te rends compte toi aussi. Jusqu'au midpoint, moi je suis. C'est dur, je rame. Redis le midpoint, alors, parce que oui, tout à fait. Les scénaristes et les mots techniques. Je ne sais pas où on en est dans la formation. Alors, mais non, c'est pour tout le monde. Même pour moi, midpoint, j'utilise plus ce terme. Alors, midpoint, c'est vraiment au milieu de l'histoire, au milieu de la trajectoire du personnage. Pendant sa zone de confort, il ne se rend pas compte que quelque chose va le bouter hors de son monde normal. Il y a un élément déclencheur qui va arriver, qui va être à la fois la pire chose qui pouvait lui arriver, mais la chose la plus nécessaire qui lui arrive. Qui l'entraîne. Qui l'oblige, un bon coup de pied aux fesses, à sortir de sa zone de confort. Qui ne veut pas dire qu'elle était positive à sa zone de confort, elle pouvait être très négative. C'est pas obligé. L'élément déclencheur n'est pas obligé de positif ou négatif. Et pendant la première partie de l'histoire, le personnage il va essayer de résoudre son problème, de revenir dans sa zone de confort avec les outils qu'il connaît. S'il est menteur, il va continuer à mentir. Si il entretient une relation avec deux femmes, il va essayer de maintenir les deux. Si il est paumé dans l'espace et qu'il est fâché avec la tour de contrôle, et ben, il va continuer à être fâché avec la tour de contrôle. Le midpoint, c'est le moment où il y a un événement ou une révélation assez forte au milieu de l'histoire qui va brouiller toutes les cartes, tout redistribuer, et souvent révéler quelque chose au personnage qui va décider du coup d'activer d'autres caractéristiques qu'il a en main, quoi. Il va comprendre quelque chose, soit qu'il y a un complot contre lui, soit qu'en fait il n'a pas besoin de mentir aux gens pour être aimé, soit donc quelque chose de ces certitudes va être complètement ébranlé. Souvent dans les films, les blockbusters, le midpoint, c'est quand je ne sais pas moi, le héros va se rendre compte qu'il y a un traître dans l'équipe. Quand on va se rendre compte que le méchant, en fait, il n'a pas le petit objectif qu'il avait annoncé, mais il cache un truc encore plus grand, quoi. Le héros va découvrir que sous New York, il y a des bombes et que le méchant va pouvoir appuyer sur un bouton. Du coup, il y a un nouveau souffle qui est activé, il y a un nouvel objectif qui va être mis en branle et le personnage a déjà grandi d'une certaine manière. Est-ce que ce que tu racontes sur ce trajet de personnage, cette construction d'histoire, c'est pas aussi ce que vivent les gens qui écrivent,
justement pour arriver à ce moment où on s'ennuie dont tu parlais, on s'engage dans quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, on écrit, on se lance dans une histoire avec de waouh, de toute façon on savait ce qu'on aimait écrire, on savait si on est un peu on est un peu menteur, on va un peu jouer sur le style et on va jouer avec des mots. Si, je ne sais pas, effectivement, si t'as cité. Ah oui, c'est ça, si on a plusieurs amours, on va utiliser plein de styles différents, on va les mêler jusqu'à un moment où il y a tellement de nœuds, tellement de choix possibles en littérature, de choses à traiter quand on construit une histoire que s'il n'y a pas un point central où les choses vont vraiment basculer, où on va aller au cœur de ce qu'il y a vraiment à mener, comment est-ce que tu le fais, comment tu le passes en tant qu'autrice, ce moment dans ton écriture, ce midpoint dans ta propre écriture? Je reviens à qu'est-ce que je suis en train de raconter et c'est quoi qui m'intéresse le plus dans le personnage. Donc après le midpoint, moi je me focalise sur le fameux climax, donc c'est-à-dire le moment où le héros ou l'héroïne vont se retrouver face à la pire épreuve. Le point de non-retour. Voilà, le point de non-retour. Et du coup, en découpant par balise, je vais me concentrer à chaque fois sur la petite portion sur laquelle je suis en train de travailler. Et en ne m'interdisant pas de projeter pendant que j'écris, d'avoir des idées pour le nœud suivant. Par exemple, je ne vais pas rester focalisée sur un midpoint si en écrivant je me dis mais c'est pas ça le midpoint, en fait c'est ça. Je vais décaler mes cartes. Donc je vais dire que moi j'envisage l'écriture comme un jeu de domino où c'est pas impossible d'en enlever un et que ça trace une forme différente. Quoi. Parce que de toute façon, si tu en enlèves un et que tu essaies de les faire tomber, la suite ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment comme des pièces de puzzle que je vais assembler au fur et à mesure jusqu'à trouver la meilleure manière de raconter l'histoire que je veux raconter. Mais c'est assez spécial parce que je pense qu'il y a une alchimie qui s'opère parce que j'explique toujours qu'il y a architecte, il y a jardinier, tu vois, jardinier il écrit, il ne sait pas vers quoi il va, architecte il a tout fait. Tu utilises le terme jardinier? Oui. Tu dis ça au jardinier bien poète. Sûr. J'adore l'architecture paysagère. Voilà. Mais moi je dis que je suis archéologue. Ok. C'est-à-dire que j'arrive sur une bande de terre et on me dit voilà, dans ce périmètre-là, il y a quelque chose. C'est ça. Ok, je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais il paraît qu'il y a quelque chose là-dedans. Et je vais commencer à gratter la terre, à fouiller. Je vais tomber sur une forme, et la forme, on va la sortir. Donc ça, je considère que c'est mon premier jet. Il y a quelque chose là d'intéressant. On va fouiller et on va sortir pour voir ce que c'est. Une fois que c'est sorti, ok, il faut peaufiner maintenant. Parce que je vois un petit peu à quoi ça ressemble, mais je ne suis pas encore tout à fait sûre d'être exacte. Je peaufine ce que je viens de trouver. Pour au final, à la fin, c'est la fin de mon deuxième jet, me dire d'accord, c'est ça en fait. Okay, ouais. Et ben maintenant, je vais le rendre le meilleur hommage possible. Et ça, c'est mon troisième jet. À t'entendre, on ne peut pas imaginer que tu t'ennuies à certains moments. Pourtant, tu as dit hier que tu t'ennuyais. Tu sais expliquer comment ça se fait qu'à certains moments, il y a quand même des phases où on se perd et où on est. Eh bien, hier, ce que j'ai découvert, c'est que donc, je suis en train d'écrire un roman. Où je me suis mise un peu dans la merde, c'est-à-dire que dans ce que j'ai vendu à l'éditeur qui a signé, c'est un mélange où il y a un narrateur non fiable. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un narrateur non fiable. Voilà, attends, vas-y, explique-moi. Tu vois, j'étais perdue moi aussi. D'accord. Donc, avec des problèmes de perte de mémoire, une histoire en jeu, mais avec la mémoire. Vraiment non fiable. Non fiable, absolument non fiable, comme on disait. Et en fait, les histoires avec des pertes de mémoire, je dis toujours, c'est comme les histoires de voyage dans le temps. Il faut que le système soit très très établi par l'auteur ou l'autrice pour pouvoir le créer le meilleur effet. Et donc, je me suis retrouvée avec un nœud, justement, où je m'ennuyais et où je me disais, mais ça va jamais marcher parce que tout le temps qu'il va me falloir pour installer cette chose, pour cet effet-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et du coup, j'ai dû débroussailler pour me rendre compte, en fait, qu'il y avait trop de personnages et que je devais en fusionner deux. Et une fois que j'ai fusionné deux, l'enjeu a changé pour mon personnage principal et tout le reste a découlé. Mais donc, quand il y a de la résistance, quand ça vient pas... je ne sais pas comment dire, quand on essaye de faire rentrer trop de choses dans un petit concept, c'est que ça ne fonctionne pas en fait. C'est qu'il y a moyen d'aller sculpter un peu plus, ciseler un peu plus les choses pour les rendre plus cohérentes. J'adore parce que tu vois, à la fois tu en parles effectivement de manière très
technique, avec une méthode derrière, mais avec des métaphores et des choses qui sont super poétiques. Donc ça, moi, ça me convient très très bien. Et puis juste là, maintenant, tu en as parlé avec ton éditeur. Donc, et ça, vraiment, j'avais envie qu'on aille jusque-là dans la discussion aujourd'hui. C'est que tu parles de ce moment où tu n'écris plus toute seule. Où, comment est-ce que tu fais quand toi-même tu accompagnes des gens qui écrivent ou quand toi tu écris, comment tu te fais accompagner? Tu parlais à ton éditeur, je sais que parfois tu fais avec d'autres personnes. Quel conseil tu donnerais aux gens qui écrivent et qui ont envie de se faire aider, de se faire accompagner? Déjà de sortir de la croyance qu'un écrivain, ça doit être solitaire et souffrir. Merci. Je reviens à... c'est Elisabeth George, Big Magic, ou Elisabeth Gilbert, je confonds toujours les deux. Voilà. Regarde, tu vois, je savais que tu allais le citer. Ah, mais c'est parce que voilà, c'était voilà, celui que... C'était celui-là, comme par magie. Eh ben, génial, Oui. vas-y. Mais en fait, c'est pas un bouquin technique que je vais relire quand j'ai besoin de technique, mais c'est un bouquin que je vais relire quand j'ai besoin de me rassurer. C'est mon bouquin doudou, en fait. Je le lis pour me dire, il n'y a pas besoin, elle défend là que l'écriture, c'est un partenariat avec une idée qui vient nous visiter et qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour être auteur, autrice, pour créer des choses et faire de l'art. On peut le faire dans la joie. C'est pas un métier solitaire, même s'il y a toujours un moment où on est seul face à sa feuille. On est seul face à sa feuille. C'est dur à dire. Mais je crois que tout le monde comprend ce que tu veux ça dire. va. Franchement, seul face à sa feuille. Mais il y a moyen de sociabiliser autour et d'être accompagné d'une manière énergétique, plus par des gens qui vont. Moi, je ne suis pas forcément lue par toutes les personnes à qui je parle de mes projets. Ce sont des personnes avec qui je vais échanger des nouvelles. Dire, mais tiens, où est-ce que tu en es? Donc tu n'as pas peur de parler de ton processus en cours d'écriture? Non, non. Ça, ce serait vraiment dommage et une erreur parce que ce serait se couper de l'intelligence collective. C'est arriver à parler de son projet et de ce qu'on a envie de faire. C'est déjà voir comment l'autre réagit à ce qu'on est en train de raconter et en plus provoquer une discussion créative qui va amener plein d'idées en fait. Après, c'est mon ADN aussi, puisque je travaille en série télé, et la série télé, ce n'est que collaboration. Il y a bien sûr des scénaristes qui écrivent, mais les scénaristes qui écrivent, c'est très très long de partir sur 8 épisodes de 52 minutes, c'est parfois 3-4 ans de travail. Ils sont en dialogue constant avec leur producteur et avec la chaîne de télévision. Donc, le premier conseil, c'est de s'entourer de personnes qui sont aussi dans un processus créatif, peut-être pas dans le même... en écriture, forcément. Ça non, peut être tu d'autres parlais personnes. d'archéologie, Voilà. d'idées, etc. Effectivement, tant que tu échanges avec des gens sur rester focus sur la thématique que tu explores, etc., ça peut être des gens qui n'y connaissent rien et qui n'écrivent pas. Ouais. C'est ça, et qui vont avoir une écoute active, une écoute bienveillante. Ce que j'aime bien, moi, quand je suis dans le processus vraiment d'écriture, de rédaction, c'est de trouver un copain ou une copine d'écriture qui est justement en train de rédiger aussi et de pouvoir se dire allez, top là, tu paries que pour telle date, on a terminé. Ok, voilà. Donc ça, c'est l'autre aspect. Quoi. C'est vraiment ça m'est arrivé plusieurs fois. Et on ne se dit pas. On ne se dit pas, on s'envoie des messages, on fait des zooms de temps en temps, où on va boire des verres pour dire où on en est. C'est ça, pour se tenir au courant. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée d'avoir quelqu'un qui attend quelque chose, ça permet aussi de sortir de la solitude. Quelqu'un qui va prendre des nouvelles, quelqu'un qui va s'inquiéter mais dis donc, t'as pas écrit depuis 2 mois, tout va bien, qui va prendre au sérieux au final l'objet sur lequel on est en train de travailler. Moi, d'être attendu quelque part, ça permet de mettre une deadline, ça me permet d'avancer. D'ailleurs, c'est ce que c'était ma newsletter là, ce mois-ci, c'était justement à quoi servent les deadlines. Et je mets dedans qu'il n'y a pas besoin d'avoir des deadlines contractuelles pour pouvoir avancer. C'est aussi un engagement envers soi-même, de se dire je me donne cette chance-là. Et là, c'est Julia Cameron. Révéler votre créativité ou réconciliez-vous avec votre créativité. Écoute, j'en parlerai une prochaine fois aussi, parce que celui-là fait aussi partie des bouquins que j'ai envie de partager. Ah mais oui, parce que c'est la première étape, en fait, j'avais faite à l'époque où tu donnais atelier, et ça m'avait vraiment permis d'apprendre à me donner des rendez-vous avec moi-même pour écrire. J'ai envie de juste revenir sur ça. Tu l'as dit juste avant, il n'y a pas besoin de se faire du mal, etc. Mais souvent, avec les deadlines, pour plein de gens, c'est se faire du mal, quoi. C'est s'obliger à se mettre un coup de pied au cul, ou c'est se mettre une pression, etc. Mais on peut se le faire avec plaisir. On peut se le faire en duo, avec un partenaire d'écriture, c'est-à-dire c'est plus une compétition, c'est comme dit, là pour le coup c'est Elisabeth George,
les deadlines, c'est la colle au cul. Elisabeth Gilbert. Hein, non, non, il y a un autre livre qui s'appelle Mes secrets d'écrivain par Elisabeth Georges. Ok, voilà. Je me rappelle avoir déjà vu sur ton bureau. Et là, elle dit ça, elle dit qu'à un moment donné, on est dans les concepts, on est dans l'errance, on cherche, etc. Et à un moment donné, il faut la colle au cul. Le cul collé sur la chaise. Et je trouve ça formidable. D'accord. Et elle dit, la colle au cul, ça peut être terminer un roman avant une grossesse, terminer un roman avant un départ en vacances, une deadline, terminer un roman parce qu'on a un rendu chez un éditeur. À un moment donné, il va falloir arrêter de tourner autour du pot et avoir une motivation assez grande que pour avoir le cul collé sur la chaise et enquiller les mots. Mais une chaise confortable. Bien sûr. C'est ça, voilà. Okay, mais j'étais à un festival de BD il y a une dizaine d'années et au pot entre les auteurs, il y avait François Walteri et sa femme. Et je ne sais plus qui demande à François Walteri, et quoi, t'as terminé ta BD? Et il était très en retard. Et sa femme a dit, et c'est une phrase que je n'oublierai jamais, que je répète souvent, le chemin le plus long pour François chaque matin, c'est jusqu'à sa table à dessin. Et une fois qu'il y est, il dessine. Et souvent, quand le chemin le plus long pour moi, c'est d'aller m'asseoir à mon ordinateur, je repense à cette phrase, ici même François Walteri, il y a 10 ans, continuait à retarder le moment où il allait devoir dessiner, c'est tout à fait normal que je l'embine pour aller écrire. Une fois qu'on le sait, c'est plus facile de se dire, allez, Katia, t'es en train de faire n'importe quoi pour pas écrire, il faut aller écrire là. J'adore. Après, la meilleure deadline pour moi, j'avoue, c'est les discussions avec un éditeur qui va prendre le livre. Parce que c'est quelqu'un d'engagé, du coup, tout d'un coup sur le projet. Alors, si tu veux bien, je crois qu'on a fait déjà le tour de ce qu'une série de personnes se posent comme question par rapport à l'écriture. Et sur les éditeurs, on verra après quand les bouquins seront écrits et qu'on aura des questions sur comment faire avec l'édition. Mais déjà, ce conseil d'écrire avec plaisir, d'aller jusqu'à sa chaise et se mettre à écrire, mais avec toujours avec ce plaisir-là, et de le faire en explorant une thématique et en la cernant comme un archéologue qui découvre. Tu as parlé de magie aussi plusieurs fois, tu as parlé d'Harry Potter et puis j'aime bien ce conseil un peu magique. Tu as parlé d'énergétique aussi. Moi, je me réjouis qu'on puisse se retrouver pour parler plus longuement, vraiment, de la technique, des outils et de ce que tu utilises pour construire les histoires, parce qu'aujourd'hui, on va être un peu court et on n'y arrivera pas. Mais donc, moi, je te lance l'invitation pour une masterclass sur tes outils dans la formation à l'écriture vivante et ancrée. Ça serait vraiment... avec grand plaisir. Je me réjouis. Merci. C'est vraiment super. Voilà. D'avoir ouvert ce premier épisode du podcast du jardinier poète. et les jardiniers ne sont pas que des rêveurs qui ne se mettent pas à travailler. Ah, mais moi j'admire les jardiniers, c'est incroyable, une intuition folle. J'adorerais. Ah non, moi j'admire. Et merci pour la poésie avec laquelle tu as expliqué cette manière concrète, efficace d'aborder l'écriture. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Génial.